Les premiers 50 jours dédiés au ministre pour aborder la pauvreté et les problèmes de la population dans le cadre de la politique de 100 jours ont pris fin aujourd'hui, mais aucune amélioration tangible n'a été observée jusqu'à présent selon les politiciens. Aucune industrie n'a été mise en place dans le cadre du projet ODOF, a déclaré un enseignant-chercheur et économiste. Il ne s'agit en réalité qu'une unité de transformation artisanale. Dans l'actualité internationale, Super Tuesday aux États-Unis, lors duquel 15 États ont organisé simultanément des primaires pour la présidentielle. Cette grande journée électorale a une saveur un peu différente cette année, tant elle paraît dénuée de tout suspense. Côté républicain, seuls 2 candidats sont encore en lice et Donald Trump est de très loin le favori. Les 50 premiers jours alloués au ministre pour s'attaquer à la pauvreté et aux problèmes de la population dans le cadre de la politique des 100 jours du gouvernement se sont achevés aujourd'hui. Mais il n'y a aucune amélioration palpable, ont déploré les politiciens aujourd'hui. Au contraire, les difficultés de la population s'aggravent et la hausse du coût de la vie devient de plus en plus incontrôlable. Les 50 premiers jours se sont écoulés. Mais quels sont à présent les résultats? Le peuple est plongé dans le désarroi général, car aucun des ministères n'a pu mettre en place les bases nécessaires pour améliorer la situation. En parlant de la relance générale de l'économie, qu'a fait le ministère des Finances à cet égard jusqu'à présent? Au contraire, nous sommes actuellement confrontés à la menace d'une rupture de collaboration avec le FMI. Cela démontre que les 100 jours initialement prévus pourraient en fait qu'aggraver le retard du développement de Madagascar. Selon ce politicien, la promesse gouvernementale de résoudre la crise de l'électricité dans le pays demeure une parole en l'air, dépourvue de sens et d'actions concrètes. Jusqu'ici, les politiques menées par les dirigeants au cours des 5 dernières années ont été inefficaces en termes de développement. Les observateurs se demandent à présent ce qu'il adviendra au cours des 50 prochains jours restants. Le dernier Conseil des ministres a révélé qu'une entreprise privée a importé 10 conteneurs de sucre sous la licence accordée au SPM, ou State Procurement of Madagascar. Cette affaire met en lumière une fois de plus le manque de transparence du régime Radziwiłł, car aucune information ou mesure n'a été entreprise à l'égard de cette entreprise. Quelle est cette entreprise? Quelles mesures ont été prises à ce sujet? Les entreprises qui apportent des produits de première nécessité ne sont pas si nombreuses, ce qui rendrait facile l'identification par le gouvernement de l'entreprise suspectée. Cependant, elle n'est délibérément pas mentionnée pour des raisons étranges, selon les observateurs. Ce régime n'était pas prêt dès le début à agir dans la transparence, a déclaré un analyste politique. Il y a un manque flagrant de transparence, car le pouvoir exécutif agit de plus en plus sans crainte ni scrupule. Chacun fait comme bon lui semble, car les lois en vigueur, en particulier la Constitution, sont bafouées et ne sont pas appliquées. Pourtant, c'est précisément pour garantir cela que les 3 institutions, dont l'Assemblée nationale avec ses députés, ont été mises en place. Le problème réside dans le fait que les députés, chargés de surveiller le pouvoir exécutif, ne remplissent pas leurs fonctions. Cette dissimulation d'informations au peuple, dans cette affaire, est pour moi un manque de respect flagrant envers la population. Le SPM a été établi par le gouvernement pour gérer l'importation des produits de première nécessité, notamment le riz. Ce mécanisme d'importation, initialement perçu par beaucoup comme une mesure provisoire face à l'état d'urgence dans le pays, s'est transformé en une pratique régulière et habituelle du gouvernement. L'importation excessive de riz contribue à la pauvreté à Madagascar. Plusieurs raisons expliquent cela, notamment la mauvaise gouvernance, les routes en mauvais état et les opérateurs économiques locaux réprimés par des ristournes abusives. Tout cela alimente le manque de confiance entre les dirigeants et le peuple. De plus, environ 70% de nos terres ne sont pas exploitées de manière optimale. Il serait judicieux de fournir aux agriculteurs les outils nécessaires tels que des machines agricoles, des engrais, des ébus, etc.
pour exploiter pleinement ces terres. Des mesures à l'égard de cette entreprise qui aurait commis une fraude révélée lors du dernier Conseil des ministres sont attendues de la part du gouvernement et ces actions devraient être rendues publiques au nom de la transparence. Une telle démarche pourrait contribuer à restaurer la confiance désormais fragilisée entre les dirigeants et le peuple, selon les explications. Aucune industrie n'a été mise en place dans le cadre du projet ODOF ou une industrie pour chaque district, a déclaré un enseignant-chercheur et économiste, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement actuel. Selon lui, les installations actuellement mises en place pour la transformation des matières premières et autres constructions gouvernementales dans le cadre du projet ODOF ne respectent pas les normes d'une véritable industrie. Il soutient que bien que le gouvernement les présente comme des industries, il ne s'agit en réalité que d'unités de transformation artisanale. Ces établissements ne correspondent pas à la notion d'industrie ou de factory en anglais, mais plutôt à des ateliers ou des workshops. Ce sont des unités de transformation artisanale et les normes économiques qui définissent ce qu'est une industrie ne sont pas respectées dans ce cas. Généralement, une industrie occupe une grande superficie et emploie un grand nombre de personnes, ce qui favorise l'augmentation de la productivité et contribue au développement économique. En revanche, les transformations artisanales ne font que valoriser les produits d'une localité rurale. Une véritable industrie peut accueillir jusqu'à 500 voire 1000 ouvriers, alors que dans notre cas, il s'agit souvent de petits bâtiments avec seulement 10 ou 20 ouvriers. Il est donc difficile de qualifier cela d'industrie. Jusqu'à présent, seulement 19% du PIB malgache provient de l'industrie, selon les chiffres de l'EDBM. L'objectif est de le porter à 30% d'ici 2040 et à 25% d'ici 2030. Un objectif qui ne sera jamais atteint sans une prise en compte particulière des secteurs les plus avantageux du pays et ceux qui font sa singularité, a souligné l'économiste. Pour une véritable industrialisation, il est nécessaire de ne pas se limiter aux unités artisanales déjà existantes. Nous devrions plutôt adopter une approche sectorielle, en identifiant les secteurs qui offrent le potentiel pour une industrialisation efficace. Auparavant, nous avions de nombreuses usines textiles, comme le Sotema, le Sumatex, le Cotona, mais certaines ont dû fermer en raison du déséquilibre entre les matières premières disponibles et le marché. C'est pourquoi il est crucial pour le gouvernement d'identifier les secteurs où nous avons des avantages compétitifs. Personnellement, je suis convaincu qu'une industrie de couture pourrait être une option très prometteuse pour nous, étant donné que nous sommes une référence pour cela en Afrique. De nombreuses opportunités pourraient également découler du développement de l'agro-industrie, ce qu'on appelle l'agribusiness. Agriculture, transformation agricole, un climat des affaires stable est nécessaire pour attirer des investisseurs à Madagascar afin de développer les industries et de générer des emplois. Cela ne figure pas jusqu'à présent dans les priorités gouvernementales. En témoigne l'absence de solutions concrètes concernant la production d'électricité et la sécurité, deux éléments fondamentaux nécessaires pour améliorer le climat des affaires. Il n'est donc pas étonnant que le pays continue à figurer en bas du classement Doing Business qui évalue le climat des affaires d'un pays, où Madagascar se positionne à la 161e place sur 180 pays en 2020. L'autonomie administrative est aujourd'hui bafouée, selon le conseiller municipal de la commune urbaine d'Adanagif, qui dénonce le contrôle exercé par les dirigeants sur le PDS ou président de délégation spéciale nommé pour superviser les communes. Il souligne que la municipalité, censée jouir de son indépendance, ne devrait pas être assujettie à la volonté des dirigeants. Selon lui, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Adanagif aura du mal à résoudre le problème de déchets dans le délai de 10 jours imposé par Andratwin. Avec ou sans l'apport de matériel extérieur, Antananarivo devrait toujours être autonome. En ce qui concerne l'ordre donné par le président de ramasser les ordures en 10 jours, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, pourquoi fixer un délai de 10 jours alors que la collecte des déchets devrait être une tâche quotidienne? Deuxièmement, il y a une question de chevauchement de responsabilité,
car le PDS ne devrait pas recevoir d'ordre du président de la République. En effet, chaque commune bénéficie d'une autonomie administrative et financière. Cette situation témoigne une fois de plus de l'ingérence que font preuve les dirigeants actuels. De nombreux partenaires étrangers ont offert des fonds et des dons pour résoudre les problèmes de gestion des déchets à Tananarivo. Mais le problème réside dans la mauvaise gestion des fonds publics. Il est clair qu'il y a un sérieux problème de gestion. Par exemple, les 10 milliards d'ARIA reçus en 2020 et 2021 ont été dépensés pour des projets non essentiels et non urgents, tels que le jardin d'Ambouizatouv et le marché à Mahamasn. De plus, les 11 milliards d'ARIA empruntés n'ont pas été utilisés de manière transparente, ce qui soulève des questions sur leur utilisation. Malgré ces problèmes, il est surprenant de constater que la communauté internationale, qui critique la mauvaise gouvernance, continue de financer les autorités locales. Au lieu de donner des leçons, ces étrangers devraient tout simplement cesser de financer l'équipe de Razoel s'ils jugent qu'elle n'est pas en mesure de gouverner efficacement. Rappelons que le gouvernement japonais a octroyé un apport financier et matériel conséquent à 845 millions de yens, soit l'équivalent de 26 milliards d'ariage pour la gestion des déchets à Tananarivo dans le cadre du projet GESTA lancé en 2022. La transparence est ainsi attendue dans la gestion de ces fonds selon les explications. Jusqu'à présent, le sort de tous les camions que la municipalité a reçus pour la collecte des déchets reste inconnu. Des dons continuent d'être faits par des partenaires et des donateurs, comme l'illustre le don effectué par les Chinois en 2020. Parmi les équipements récemment ajoutés, on compte 18 camions de 3 modèles différents, ainsi que 2 véhicules tout-terrain, un bulldozer et 2 engins excavateurs. Ces dons semblent disparaître petit à petit sans que le public ne soit informé de la raison. La police nationale a appréhendé ce matin un Ouzbé, Dawil, 23 ans, qui avait violé l'enfant de 6 ans à Mirtsyatousk dimanche dernier. Ce sont des informations provenant d'un particulier qui ont permis l'arrestation de cet individu, selon les forces de l'ordre. Ce jeune homme a été immédiatement remis à la direction de la protection des mineurs et de la lutte contre les délits sexuels. La petite fille violée est toujours sous traitement. La plateforme Facebook a été coupée aujourd'hui vers le début de la soirée, ce qui a engendré une panique totale chez les utilisateurs. La raison derrière cette coupure demeure inconnue. Face à cet incident, certains utilisateurs ont soupçonné un piratage de compte, d'autres ont tenté de recharger leur forfait Internet à plusieurs reprises, tandis que certains ont opté pour l'appel téléphonique. Si cette situation persiste, il est manifeste que les Malgaches auront du mal à supporter une journée sans Facebook. Environ 1000 Malgaches ont obtenu un visa de travail en Allemagne l'année dernière, sur les quelques 1800 Malgaches qui en ont fait la demande, selon l'ambassade d'Allemagne à Madagascar. Le travail d'au pair est l'une des perspectives d'emploi les plus attractives pour les Malgaches qui partent en Allemagne. Outre les opportunités de volontariat et de bénévolat, mais nous avons aussi un centre de visa qui offre principalement des visas à long terme. Des visas nationaux pour l'Allemagne, par exemple pour les au pairs, les volontaires, les étudiants, pour l'emploi et aussi pour le regroupement familial. Et nous avons donné l'année dernière à peu près 1800 visas pour l'Allemagne, dont 1000 pour les au pairs et les volontaires. Et à peu près 90% du visa à long terme, 10% de visa à court terme de Schengen Visa qui permet les Malgaches de visiter l'Allemagne jusqu'aux 3 mois. Rappelons que l'année dernière a marqué le 140e anniversaire des relations entre l'Allemagne et Madagascar, commémorant la signature des traités d'amitié et de commerce entre les deux pays, établis depuis l'époque de la royauté malgache et de l'Empire allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne a souligné que, outre son aide directe à Madagascar, l'Allemagne figure parmi les principaux contributeurs à l'aide fournie par l'Union européenne à Madagascar, une contribution allant jusqu'à 27%.